Voilà, bonsoir à toutes et tous. C'est un immense plaisir pour Luisa Marquez et moi-même de vous accueillir ce soir. On a là beaucoup de plaisir de pouvoir vous parler durant l'heure qui vient d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est un sujet qui nous passionne et qui est extrêmement important en termes de santé publique, et on espère que ces prochaines minutes qu'on va partager ensemble vous permettront d'apprécier l'importance de la problématique. Voilà pour les 60 prochaines minutes, ce que Luisa Marquez et moi-même aimerions partager avec vous, c'est tout d'abord un survol de ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Donc on va vous parler de l'insuffisance cardiaque en général, d'aller un petit peu dans les détails. Vous verrez l'importance du problème. On a beaucoup de chance ce soir car nous avons une patiente qui a accepté de témoigner, et c'est pour moi un immense plaisir de pouvoir l'accueillir ce soir lors de cette présentation. On insistera aussi sur l'importance du réseau de soins, de comment on prend en charge l'insuffisance cardiaque en réseau. Et cette conférence sera évidemment ouverte à la discussion, et ce sera un plaisir pour nous de partager cette discussion avec vous. Donc le plan du début de la présentation sera en fait un cheminement, et j'aimerais pouvoir partager avec vous ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Alors évidemment, au début, on devra parler de la définition. Je vous expliquerai ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Ensuite, on parlera des symptômes et des signes cliniques. On essaiera de décrire comment se présente l'insuffisance cardiaque pour les patients. On enchaînera ensuite avec comment on diagnostique l'insuffisance cardiaque, les moyens de comprendre la présentation de cette pathologie. Par la suite, on parlera des causes. Qu'est-ce qui peut mener à ce diagnostic? On évoquera les causes principales de l'insuffisance cardiaque ensemble. Ensuite, on évoquera les traitements. Évidemment, une pathologie telle que l'insuffisance cardiaque doit mener à des traitements, et on a eu la chance d'avoir des développements extrêmement importants ces dernières années qui permettent d'améliorer le pronostic de cette pathologie, et j'aborderai avec vous les traitements, que ce soit médicamenteux mais aussi non médicamenteux. Et finalement, on parlera de prévention qui veut dire soit pour éviter l'insuffisance cardiaque, ou en tout cas de limiter les risques de développer l'insuffisance cardiaque, mais également, après avoir diagnostiqué l'insuffisance cardiaque, de comment prévenir les risques de récidive. Et on abordera notamment tout ce qui est hygiène de vie et d'autres éléments comme l'activité physique. Et ce sera un plaisir pour Luisa et moi de partager tous ces éléments au cours des 60 prochaines minutes. Alors voilà, c'est un peu l'histoire qu'on va vous conter aujourd'hui. Ce sera sur cette insuffisance cardiaque qui est une pathologie complexe, variée et fascinante. Je vous ai pris la définition qui est en fait proposée par la Fondation suisse de cardiologie. Donc, comme toute définition, elle se veut peut-être un petit peu simple, mais à la fois avec certaines complexités, mais qui résume bien la pathologie. Donc, l'insuffisance cardiaque, ça signifie que le cœur, il n'arrive plus à pomper donc suffisamment de sang pour toute la circulation. Et puis, ça porte atteinte évidemment aux capacités physiques de l'ensemble de l'organisme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'organe central qu'est le cœur, s'il ne fonctionne pas, s'il est fatigué, on se retrouve avec une situation complexe où l'entier des capacités physiques est limité. Alors, je vais commencer un petit peu pour la définition. Je suis obligé de vous parler un petit peu d'anatomie, donc de présenter ce qu'est le cœur, de présenter ce qu'est le système cardiovasculaire. Je vais essayer de classifier un petit peu, de vous décrire un petit peu mieux ce que peut être l'insuffisance cardiaque, puis après vous donner quelques chiffres pour savoir est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est peu fréquent, et c'est ce qu'on parle d'épidémiologie. Alors pour commencer, on est obligé de commencer avec un petit peu d'anatomie. C'est un peu comme quand on fait les études de médecine, on commence toujours par comprendre un peu comment est l'organisme, comment fonctionne l'organisme. Alors évidemment, pour des contraintes de temps et puis de complexité, je vais rester sur des choses relativement simples, mais qui nous permettent de vraiment bien comprendre toute la présentation qui va suivre. Alors, ici, vous avez on va dire le système cardiovasculaire un petit peu de manière simplifiée. Vous avez le cœur qui est au milieu du thorax. Vous verrez tout à l'heure qu'il comporte 4 cavités. On va aller un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Par convention, les vaisseaux qui sont en rouge sont plutôt les vaisseaux dits oxygénés. Les vaisseaux qui sont en bleu sont plutôt les vaisseaux qui sont désoxygénés, c'est-à-dire le sang oxygéné qui part du cœur et qui va dans l'organisme. Et à l'inverse, les vaisseaux qui ramènent le sang désoxygéné au cœur. Évidemment, le cœur pompe pour toute la circulation, mais
le cœur pompe aussi en direction des poumons pour permettre justement la réoxygénation du sang. Je vous montrerai un petit schéma juste après. Donc, si on devait résumer deux notions importantes d'anatomie pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe, le cœur, il a 4 cavités. Donc, on parle de 2 oreillettes qui sont dans le haut du cœur, et je vous le montre juste ici avec la petite flèche dans le haut du cœur, on verra en détail juste après, et 2 ventricules qui sont les cavités en fait qui permettent de pomper le sang d'un côté vers l'organisme et de l'autre côté en direction des poumons. Et c'est pour ça qu'on parle de 2 circulations, une qui permet au sang d'aller vers tout l'organisme et la deuxième circulation qui permet au sang d'aller dans les poumons pour une réoxygénation. Donc 4 cavités cardiaques, 4 valves, on va les voir tout à l'heure aussi, et ces 2 circulations, l'une en direction de l'organisme, l'autre en direction des poumons. Alors, je vous ai mis un petit film ici pour un petit peu démontrer un petit peu l'anatomie du cœur. Donc là aussi, vous voyez des vaisseaux qui sont sur la paroi du cœur. Ces vaisseaux, on en parlera tout à l'heure, c'est les vaisseaux coronaires, c'est les vaisseaux qui donnent l'oxygénation au cœur. Vous voyez le cœur qui se contracte. On en parlera également aussi en termes de nombre de contractions tout à l'heure. Vous voyez ici vraiment au milieu, vous voyez le muscle cardiaque, parce qu'il faut vraiment considérer le cœur comme un muscle, c'est vraiment une pompe musculaire. Et vous voyez ces structures qui bougent ici au milieu, et qui sont les valves, qui sont des espèces de clapets qui permettent en fait au sang de passer d'une cavité à l'autre. Donc c'est un organe éminemment complexe, avec du muscle, des valves, et puis les vaisseaux coronaires notamment, dont on a parlé. Et vous verrez en fait au fil de la présentation, chacune de ces structures peut avoir une atteinte spécifique et chacune de ces atteintes peut mener notamment à l'insuffisance cardiaque. Et je vous en citerai juste une, notamment l'atteinte des vaisseaux coronaires dont on parlera tout à l'heure. Et chacune et chacun d'entre vous est bien évidemment au fait de cette pathologie. S'il y a une atteinte des coronaires, un infarctus du myocarde, donc quand il y a un blocage, si on veut, de cette artère coronaire, ça peut mener à l'insuffisance cardiaque. On y reviendra tout à l'heure dans les causes. Je vous montre encore une dernière diapositive pour mon introduction, pour parler un petit peu de l'anatomie et de la physiologie cardiaque. Donc, comme je vous l'ai dit, le cœur est une pompe musculaire, donc c'est vraiment une contraction qui est générée par cette pompe musculaire. Et puis, c'est un organe fascinant parce qu'il se contracte entre 60 et 100 fois par minute dans l'aspect normal. Et vous imaginez que entre 60 et 100 fois par minute, ça veut dire 4200 contractions par heure et ça fait environ 100 000 contractions par jour. Donc, c'est une histoire absolument fascinante. Je vous donne la définition de ce qu'on appelle la bradycardie, c'est quand le cœur il est lent, à moins de 60 par minute, et quand il y a une tachycardie, c'est-à-dire quand le cœur il est rapide. Donc ces deux notions sont aussi importantes parce que parfois, là aussi on le verra tout à l'heure, quand le cœur est trop lent, on doit apporter des traitements, par exemple un pacemaker, on pourra en parler aussi dans la discussion si vous le désirez, ou quand le cœur est trop rapide, on doit apporter certains traitements. Pour la petite animation que vous voyez à côté, on revoit bien le sang en bleu qui va en direction des poumons, que je vous disais, donc du sang désoxygéné. Et ici, le sang, vous allez voir apparaître maintenant, le sang en rouge, qui est du sang oxygéné, qui va dans la circulation générale. Voilà un petit peu pour l'introduction anatomique. Alors je me permets une petite pause, je me permets de voir s'il y a une question spécifique, parce qu'à partir de là, on va pouvoir construire un petit peu toute la présentation. Est-ce que dans l'auditoire, il y a une question brûlante sur l'aspect anatomique, quelque chose qui n'aurait pas été clair? Parfait. Si tel n'est pas le cas, à partir de ces quelques notions qui, j'espère, vous permettent de bien apprécier la problématique de l'anatomie et de la physiologie, on va essayer de comprendre maintenant un petit peu de ce qu'est l'insuffisance cardiaque, puis on va essayer de la caractériser. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque, c'est l'état du cœur dans lequel la fonction de pompe est diminuée, est altérée. Donc, ça veut dire que cette pompe musculaire, il y a une contraction qui se fait moins bien. À ce moment-là, le cœur, il n'est plus capable de fournir suffisamment de sang oxygéné à tout l'organisme. On parle souvent d'un syndrome. Donc, quand on parle de syndrome, c'est qu'il y a à la fois des symptômes et des signes cliniques. On reviendra en détail tout à l'heure quand on parlera de ce que le patient ressent et de ce qu'on peut
revoir, mais quand on parle de symptômes, c'est vraiment de la peine à souffler, par exemple, une tolérance réduite à l'activité physique, une surcharge de liquide dans les jambes, on appelle ça les œdèmes, on va y venir tout à l'heure, mais c'est des symptômes qui sont vraiment importants et qui peuvent être décelés du moment où on connaît ces symptômes, on peut les déceler plus précocement et ça permet aussi évidemment de poser un diagnostic plus précocement. Et puis maintenant, on ira un petit peu plus loin, on va essayer de comprendre le pourquoi, et puis on verra que des anomalies de la structure ou de la fonction du cœur mènent à l'insuffisance cardiaque. Et c'est sur les 3 prochaines diapositives, je vais aller un petit peu dans ce sens. Donc on peut définir l'insuffisance cardiaque en fonction des symptômes du patient. On peut dire s'il est un peu essoufflé, beaucoup essoufflé, je vais vous montrer. On peut décrire aussi selon l'évolution de la maladie, parce qu'il y a des insuffisances cardiaques qui sont, comme on dit, aiguës, qui viennent brutalement, puis d'autres qui sont beaucoup plus chroniques, et d'autres qui font un petit peu une évolution fluctuante. Et puis finalement, je vous introduirai un thème, et c'est probablement le seul terme technique que j'utiliserai aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection. C'est en fait un moyen de décrire comment le cœur se contracte, on va dire un peu la force de contraction. Et je partagerai ça avec vous juste dans les prochaines diapositives. Alors, si on parle de symptômes, je trouve cette diapositive que Louisa m'a proposé de mettre dans la présentation, et on s'accordait assez que c'était très visuel. Vous voyez que tout à gauche, il y a une activité physique au quotidien. Au milieu, il y a une fatigue qui apparaît. Et puis tout à droite, c'est un patient qui est alité, qui a plus vraiment envie ou ne peut plus vraiment se mouvoir. Et l'insuffisance cardiaque, c'est un petit peu ça. Il y a un spectre de symptômes qui va de relativement peu de symptômes et relativement peu de limitations dans le quotidien, jusqu'à une situation où il y a vraiment une limitation de la qualité de vie au quotidien et l'impossibilité de se mouvoir et de se déplacer dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment la classification que l'on dit fonctionnelle. Il y a une deuxième classification qui est en fait l'histoire de la maladie. Je vous ai parlé de l'aspect aigu par rapport à l'aspect chronique. Et cette diapositive montre relativement bien l'évolution de la maladie qui est malheureusement parfois vers le moins bien. Le but de tous les traitements qu'on présentera tout à l'heure et qu'on partagera ensemble, c'est évidemment que cette droite, elle soit la moins abrupte possible. Et le but, c'est vraiment d'avoir plutôt une droite horizontale pour dire que la pathologie, elle est stabilisée. Mais malheureusement, on sait que c'est une pathologie qui peut avoir des décompensations. Ça peut aller moins bien pendant une période de temps, avec une prise de poids, avec plus de peine à souffler. Et le fait que cette pathologie puisse aller parfois moins bien est également un point très très important, parce que plus on connaît les symptômes qu'on va aborder tout à l'heure, mieux on saura les traiter, mieux on saura anticiper la problématique. Donc l'évolution peut être chronique, mais aussi avec ce qu'on appelle des décompensations aiguës, des moments de moins bien, si on peut dire ainsi. Je vous ai parlé de cette fraction d'éjection. Alors, je m'excuse, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un terme technique. C'est probablement le seul que je partagerai avec vous, mais c'est important de bien comprendre. Et je vous ai mis un petit film à côté. C'est pas grave, c'est juste un peu de bruit comme ça. Vous entendez le cœur qui bat. Comme ça. Vous voyez la contraction du cœur ici. C'est un cœur qui est un peu coupé, comme une rondelle de saucisson, si j'ose dire ainsi. Vous voyez le cœur coupé en tranches. Et vous voyez que le cœur, il se contracte extrêmement bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une fraction d'éjection normale. Et vous voyez, si on descend, on voit que le cœur, il se contracte un petit peu moins bien, beaucoup moins bien, extrêmement moins bien. Et ça, c'est la définition de ce qu'est là justement la fraction d'éjection. Ça nous permet de dire à quelle puissance se contracte le cœur, de savoir si le cœur il est un peu fatigué, très fatigué. Et c'est un point qui est important aussi dans la stratification de la prise en charge et aussi dans les types de médicaments que l'on utilise pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Voilà pour la deuxième partie de l'introduction. Je fais une deuxième petite pause pour bien pour être sûr que tout le monde est bien au clair. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou quelque chose qu'il faut que je précise avant de continuer? Ça ne semble pas être le cas. Donc, je vais passer à la deuxième partie de l'exposé, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. C'est en fait, est-ce que c'est une pathologie qui est fréquente? Est-ce qu'on la rencontre de temps en temps? Qu'est-ce que ça représente dans notre population? Alors, j'ai fait un petit peu à l'échelle mondiale, suisse et neuchâteloise.
Alors, pour commencer, évidemment, l'échelle mondiale. Les données sont difficiles. Il faut être tout à fait honnête parce que plus les systèmes de santé sont développés, plus les données chiffrées sont bonnes et on peut connaître le nombre de patients, qu'ils soient hospitalisés, qu'ils soient atteints de la pathologie. Donc, c'est plus facile dans nos pays avec des systèmes de santé très développés d'avoir des bons chiffres. C'est plus difficile dans d'autres pays, mais globalement, on peut savoir qu'environ, ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients atteints dans la population, est d'environ 1 à 2% pour la population générale. Donc, ça peut paraître pas beaucoup d'avoir cette petite personne rouge sur 100, mais dans l'auditoire dans lequel nous sommes, vous savez qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont atteintes. Et je vous dis bien dans la population générale. Ça veut dire du nouveau-né jusqu'au centenaire. Vous verrez que cette prévalence, elle augmente très significativement avec l'âge, 10% aux alentours de 65-70 ans et jusqu'à 20% pour les octogénaires et plus. Donc c'est vraiment pour la population générale, ce 1 à 2%. Pardon. Pour ce qui est au niveau mondial, ça correspond à environ 50 millions de patients. Donc c'est énorme et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, probablement on sous-évalue cette pathologie avec des cas qui sont non diagnostiqués de par justement le non-diagnostic ou des registres insuffisants. C'est une pathologie qui est considérée en augmentation. Donc il y a de plus en plus de cas et cette situation est principalement en lien avec le vieillissement de la population, avec des pathologies qui se voient plus avec l'âge. Un point qui est très important, M. Blatty l'a évoqué en introduction, c'est une des causes d'hospitalisation, si ce n'est la cause d'hospitalisation la plus fréquente après 65 ans. Donc on vient à l'hôpital malheureusement fréquemment avec des insuffisances cardiaques. Et vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure, souvent dans ces phases dites de décompensation, dans une phase aiguë où le patient va moins bien. Et puis malheureusement, cette pathologie a une mortalité élevée, malgré les énormes progrès de traitement qui ont été faits ces dernières années. C'est une pathologie qui reste dangereuse, qui reste potentiellement létale. Et bien évidemment, tout ce qu'on va discuter maintenant dans le terme de dépistage, diagnostic, prise en charge, c'est pour limiter au maximum le risque de mortalité de cette maladie. Si on vient un petit peu à l'échelle suisse et à l'échelle cantonale, comme je vous ai dit, 1 à 2% de la population générale, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 10% pour les patients de plus que 70 ans. Donc ça devient beaucoup, beaucoup plus fréquent. En Suisse, on estime à environ 150 000 patients atteints d'insuffisance cardiaque. Certains disent qu'on considère même l'insuffisance cardiaque comme une épidémie. On a souvent parlé de l'épidémie de diabète, l'épidémie d'obésité, mais probablement l'insuffisance cardiaque doit être considérée aussi comme une épidémie, principalement en raison de la survie augmentée de la population générale. Et puis on parle, pour avoir 150 000 patients en Suisse atteints, il y a évidemment des nouveaux patients chaque année qui entrent dans la maladie et on estime à environ 12 à 15 000 nouveaux patients annuellement qui présentent une insuffisance cardiaque en Suisse. Et puis, quelques mots pour terminer à l'échelle cantonale, pour vous donner aussi un petit peu la perspective. Dans notre canton, il y a environ 350 à 400 hospitalisations en lien avec l'insuffisance cardiaque chaque année dans nos institutions, ce qui démontre l'importance de la pathologie. Alors, ces chiffres paraissent importants. Alors, évidemment, il faut imaginer que parfois on peut venir avec une grippe et une insuffisance cardiaque. Ce n'est pas forcément que l'insuffisance cardiaque, mais l'insuffisance cardiaque est souvent une des causes les plus importantes d'hospitalisation, que ce soit dans notre canton et en Suisse et dans le monde, comme je vous l'ai démontré. Donc, je pense qu'on peut mentionner, et ce sera un petit peu le résumé de ces trois diapositives d'épidémiologie, on peut dire que l'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique majeur à l'échelon suisse et mondial. Voilà pour l'épidémiologie. On va passer, je pense, probablement au petit chapitre qui est pas le plus important, mais j'espère qu'ils le sont plus ou moins tous à vos yeux, mais un chapitre qui est très important car il va vous permettre de savoir reconnaître, que ce soit pour vous, j'espère que ça ne vous arrivera pas, que ce soit pour vos proches, je l'espère non plus pas, mais en tout cas pouvoir potentiellement dépister cette pathologie de par les symptômes et les signes cliniques. Alors,
que sont les symptômes et que sont les signes? Je dois juste donner cette définition. Quand on parle de symptômes, c'est ce que le patient ressent. C'est ce que vous avez comme sensation. Et il y en a 4 ou 5 que je vais partager avec vous. Ces symptômes, on parle souvent de la dyspnée. Alors ça, c'est un terme plus médical, mais que je définirais comme une sensation de peine à respirer. J'ai de la peine à souffler. Vous imaginez bien que ce n'est pas spécifique à l'insuffisance cardiaque. On peut avoir de la peine à souffler pour beaucoup d'autres pathologies, une pneumonie, la grippe actuellement par exemple. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent donner de la peine à souffler. Mais l'insuffisance cardiaque est une des causes importantes de cette peine à souffler. J'aborderai aussi la tolérance diminuée à l'effort. Vous vous souvenez du petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure? Un patient qui peut être actif, qui fait encore de l'activité physique, et cette activité physique peut diminuer jusqu'à devenir extrêmement réduite. Donc la diminution de l'activité physique et la diminution de la tolérance à l'exercice est un point très important dans les symptômes de l'insuffisance cardiaque. On peut parler de fatigue, voire même d'épuisement au quotidien. Là aussi, des signes qui ne sont pas spécifiques. Beaucoup d'autres pathologies peuvent mener à la fatigue, mais vous voyez que c'est une constellation de symptômes. Il faut associer ces différents symptômes pour arriver au diagnostic. Et puis un point qui est important, c'est l'augmentation inexpliquée du poids. Si un patient ou un de vos proches ou vous-même prenez 1, 2, 3 kilos en quelques jours sans explication, il est rare que cette prise de poids soit en lien avec du muscle, voire même avec de la graisse. La plupart du temps, une prise de poids rapide doit être considérée comme une prise d'eau jusqu'à preuve du contraire. Et on y viendra, quand on parle de surcharge de liquide, on parle souvent d'œdème, et je vais vous les décrire tout à l'heure. Donc voilà un petit peu en résumé les symptômes. Je vous en ai mis 2-3 autres qui sont peut-être moins importants, mais ce que j'ai surligné en rouge, la peine à souffler, la tolérance limitée à l'exercice, la fatigue et l'augmentation inexpliquée du poids. S'il y a une association de ces différents symptômes, il faut penser à l'insuffisance cardiaque. Une fois encore, y penser ne veut pas dire poser un diagnostic. On devra aller un tout petit peu plus loin et c'est ce qu'on va partager ensemble dans les prochaines diapositives. Quand on parle de signes cliniques, les signes cliniques, c'est ce que l'on voit au moment d'un examen clinique ou un auto-examen quand vous vous regardez. On parle d'œdème pulmonaire, par exemple. Alors ça, c'est quand le docteur ausculte les poumons. Quand on ausculte les poumons et on a des signes indirects d'eau dans les poumons, on parle d'œdème pulmonaire. On peut l'ausculter avec un stéthoscope et c'est pour ça que quand vous allez chez vos médecins respectifs, votre docteur, souvent, il vous ausculte les poumons, notamment pour rechercher un œdème pulmonaire. Là encore, évidemment, on utilise le stéthoscope pour beaucoup d'autres pathologies, notamment rechercher éventuellement une pneumonie ou d'autres pathologies, mais c'est très important d'aller rechercher une surcharge de liquide au niveau des poumons. Et puisqu'on parle de surcharge de liquide, on le regarde aussi au niveau des membres inférieurs et principalement au niveau des chevilles. Et on regarde s'il n'y a pas l'apparition de ce qu'on appelle les œdèmes, des chevilles gonflées qui font même une petite bosse quand on presse sur la cheville pour voir s'il n'y a pas une accumulation de liquide. Je reviens sur les symptômes qu'on a discutés tout à l'heure, associés à ces signes cliniques. Et si on a l'un et l'autre, on avance dans le diagnostic d'une éventuelle insuffisance cardiaque. Alors, une petite vidéo, et je crois que sur celle-là, j'avais laissé le son, je sais pas. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe qui propulse continuellement le sang dans tous les organes du corps. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque cette fonction de pompe est affaiblie. L'insuffisance cardiaque a 2 effets principaux. Premièrement, une quantité insuffisante de sang est fournie à votre corps, ce qui peut causer une fatigue musculaire. Deuxièmement, cette diminution de la circulation sanguine entraîne par des mécanismes complexes une accumulation de liquide dans le corps qui augmente le volume de sang qui circule. Ce liquide a tendance ensuite à s'accumuler principalement au niveau des poumons, ce qui réduit l'absorption d'oxygène dans le sang. C'est la cause de l'essoufflement, de la toux ou de la respiration sifflante. Cette surcharge de liquide peut aussi provoquer un gonflement des chevilles et des jambes. L'accumulation de liquide peut encore se produire dans votre foie et vos organes digestifs et réduire votre appétit. Enfin, tout ce liquide supplémentaire va augmenter votre poids. Vous pouvez alors être limité dans la moindre de vos activités, devoir consulter votre médecin ou même être admis à l'hôpital. Je m'étais permis de
d'utiliser cette vidéo avec le son. Ça donne un peu deux personnes différentes qui vous racontent ce que je viens de vous présenter. Mais je pense que c'est une vidéo qui est très, très illustrative. Et j'ai aussi profité de la mettre parce que ça donne aussi un peu le crédit. C'était une vidéo qui avait été faite au HUG il y a quelques années avec un programme qui était un très bon programme d'éducation thérapeutique. Et je dirais que pour moi, en tout cas, dans la formation médicale que j'ai eue, c'était un des premiers programmes où on se disait destiné aux patients avec des vidéos didactiques pour expliquer la situation. Et c'est vraiment une pathologie qui est cruciale où le patient doit être informé, doit être partenaire. Et là, vous aurez la chance de pouvoir avoir l'avis et puis la présentation de Luisa Marquez tout à l'heure pour justement intégrer cette problématique de connaissance de la pathologie. On va avancer un tout petit peu pour l'aspect du diagnostic. Je vais aller pas trop dans les détails parce que je pense que c'est pas là le plus important dans la présentation aujourd'hui. C'est plutôt de comprendre la pathologie, comment la reconnaître, plus que vraiment comme la diagnostiquer. Mais je vais partager avec vous quelques points importants. Pourquoi je partage ces points importants? C'est parce que toutes et tous, vous êtes déjà allés chez votre docteur avec probablement sur la partie droite de l'écran une bonne partie des éléments qui ont été faits, que ce soit l'examen clinique, je vous ai dit, une auscultation, le docteur qui écoute le cœur, qui écoute les poumons, qui regarde vos chevilles. Quand vous aurez votre docteur qui va palper vos chevilles, vous saurez, il recherche justement les œdèmes dont on a parlé tout à l'heure. Il va probablement un jour, assurément même, vous faire une prise de sang. Il y a certains même des marqueurs qui nous permettent de savoir s'il y a ou non une insuffisance cardiaque. L'électrocardiogramme est un élément crucial de la prise en charge et du diagnostic de l'insuffisance cardiaque, mais aussi de beaucoup d'autres pathologies cardiologiques. Et puis après arrivent des examens un petit peu plus spécialisés qui sont du domaine à ce moment-là du cardiologue, notamment l'échocardiographie, donc un ultrason du cœur, notamment pour regarder comment se contracte le cœur et regarder cette fameuse fraction d'éjection dont je vous parlais, donc le degré de contraction du cœur, notamment, de permettre de voir aussi les valves cardiaques. Et puis après, on arrive à des examens plus poussés, par exemple l'IRM cardiaque ou encore le cathétérisme, la coronarographie, en fonction du diagnostic que l'on recherche. La coronarographie, notamment, serait pour aller regarder les vaisseaux coronaires. On y reviendra tout à l'heure dans un petit exemple. Si on parle de diagnostic, c'est justement pour aller chercher les causes. C'est se dire pourquoi on a une insuffisance cardiaque. Et ce point est crucial. La question du pourquoi, c'est la question que les docteurs se posent au quotidien pour la grande partie des pathologies, mais principalement pour l'insuffisance cardiaque. Et en fait, cette question, elle est très, très importante parce qu'en fonction de la cause, évidemment, le traitement et la prise en charge seraient différentes. Donc, je vais partager quelques causes avec vous. Là encore, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce qu'il y a énormément de causes, mais je vais partager les 4 ou 5 les plus fréquentes. Et comme je vous l'ai mentionné, il est extrêmement important de la rechercher pour chaque patient qui présente une insuffisance cardiaque. Si vous devez vous souvenir de 2 choses en termes de causes d'insuffisance cardiaque, la première, c'est la maladie des coronaires et la deuxième, c'est l'hypertension artérielle. Donc, maladie des coronaires qui peut provoquer ce qu'on appelle un infarctus, donc une artère bouchée, et qui peut, par corollaire, mener à une insuffisance cardiaque si on ne réouvre pas suffisamment tôt l'artère coronaire. L'hypertension artérielle aussi, des valeurs de pression trop élevées et pendant trop longtemps mènent à une fatigue du cœur. Les autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le diabète, peut mener à l'insuffisance cardiaque. Et puis, sans aller dans les détails, une atteinte des valves cardiaques. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée, les clapets entre les cavités, si elles sont trop fermées ou si à l'inverse, si elles laissent trop passer le sang, peuvent aussi mener à l'insuffisance cardiaque. Alors, je vous ai juste mis aussi une petite vidéo pour illustrer mon propos. Le cœur est un muscle qui, par ses battements, je m'excuse, je vais parler au-dessus, parce que normalement il ne devait pas y avoir de son, mais je voulais juste vous montrer les vaisseaux coronaires. Donc, c'est les vaisseaux qui irriguent le cœur. En rouge, vous avez les artères coronaires, en bleu, les veines coronaires. Et là, vous voyez les plaques de cholestérol, les plaques qui peuvent progressivement obstruer l'artère coronaire. Et si on a une obstruction des artères coronaires, c'est ce qui mène à l'infarctus et ce qui doit justifier ce qu'on appelle une coronarographie. Monter un petit cathéter dans les artères coronaires.
Alors, qu'est-ce que ça fait si on a une artère coronaire bouchée? Eh bien, ça peut mener à ce qu'on appelle une nécrose, un infarctus, donc la partie du cœur qui va plus bien se contracter. Et vous vous souvenez de l'image de la pompe musculaire, ben un endroit, l'endroit qui manque d'oxygène, l'endroit qui est infarci, ce sera plus du muscle, mais ce sera plutôt un endroit où il y a une fibrose, où ça se contractera moins bien. Et je vous montre une image à l'ultrason. Vous voyez qu'ici, ça se contracte tout bien. Et puis là, à la pointe du cœur, ça se contracte moins bien. C'est l'endroit qui a subi un infarctus. Donc, vous vous souvenez, la fraction d'éjection, contraction normale, mais il y a des endroits qui peuvent se contracter moins bien suite à un infarctus. Donc, je me résume, une des causes principales, si ce n'est la cause principale de l'insuffisance cardiaque, c'est la maladie des coronaires et l'infarctus. Je vous ai parlé des valves cardiaques et je voulais juste illustrer mon propos également. Une valve cardiaque qui s'ouvre normalement, vous la voyez tout bien comme ça, et des fois les valves cardiaques, principalement avec l'âge, les valves cardiaques s'ouvrent moins bien ou à l'inverse peuvent se fermer moins bien et l'une ou l'autre des situations peut également mener à l'insuffisance cardiaque. Mon propos ici, c'est vraiment de vous dire qu'il y a beaucoup de causes différentes et en fonction de la cause, évidemment, notre traitement sera différent. Voilà, je crois qu'après 30 minutes de parole, il est temps de pouvoir partager un petit peu avec notre patiente. Avant de la faire monter sur scène, j'aimerais sincèrement la remercier parce que ce n'est pas forcément un exercice sympathique. Elle a accepté de vous parler, de nous parler. Je ne donnerai pas son nom pour des raisons évidentes, mais elle veut d'accord de parler à visage découvert. Et puis, je vous propose que je lui pose 2-3 questions pour illustrer un tout petit peu ce qu'on a discuté. Alors, pour les auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux, notre patiente est à côté de moi, mais je crois que la caméra n'est pas mobile, donc vous allez continuer de me voir moi, mais on va un petit peu interagir. Alors, ce qu'on s'était dit, merci encore devant l'auditoire d'avoir accepté de témoigner. Ce que je vous proposerais, c'est juste déjà de vous présenter tout brièvement, de nous dire un petit peu qui vous êtes. Oui, c'est tout bon. Bonsoir, c'est un exercice tout nouveau pour moi. Alors, je me présente, je m'appelle Nadia Rossman, j'ai 56 ans, plus fort. J'ai 56 ans et j'ai eu un infarctus il y a 2 ans maintenant, donc assez gravissime, ce qui m'a amené dans les services du docteur Pellaton. Voilà, pour situer. Beaucoup. Donc, vous voyez, la présentation, c'est évidemment, j'ai proposé à notre patiente de nous parler de son infarctus parce que c'est une des causes principales, comme je l'ai mentionné. Au début, vous arrivez à nous dire ce qui s'est passé dans les premières minutes du moment où la première fois où vous avez ressenti quelque chose? C'était très, très difficile de savoir ce que j'avais. En fait, j'avais un point sous le sein et une incapacité totale à me coucher. Donc, j'étais assise dans mon lit et ça a duré toute la nuit. Et j'avais un peu une gêne au niveau des intestins, comme ça, mais rien de plus que ça. Et à aucun moment, je me suis dit c'est un infarctus ou c'est quelque chose avec le cœur. À aucun moment. Et c'est pour ça que je n'ai pas réagi, je n'ai pas appelé les secours. Et j'ai laissé passer toute une nuit, assise dans mon lit, à compter les moutons qui ne venaient pas pour essayer de m'endormir. Et voilà, je me suis retrouvée le matin dans mon lit avec ma fille qui passait vers moi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je ne suis pas très bien, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et puis voilà. Le deuxième point extrêmement important de ce que notre patiente nous compte, c'est qu'elle a présenté des douleurs dans la région de la poitrine, mais pas ce qu'on écoute, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les livres, ce qu'est un infarctus. Quand on parle d'infarctus, habituellement, probablement vous avez déjà entendu, c'est des douleurs au centre de la poitrine, qui irradient dans le cou, qui va dans le bras gauche. Mais chez les femmes, parfois chez les hommes, parfois chez les patients qui ont du diabète, ces douleurs peuvent être atypiques, ne peuvent pas être classiques. Et la présentation d'un infarctus, parfois, peut mener à des présentations dites atypiques, exactement comme ce que vous avez ressenti. Comment est-ce qu'on a posé le diagnostic, finalement?
Finalement, j'ai été à l'hôpital et puis là, on m'a fait une prise de sang, un électrocardiogramme et puis on m'a... Oui, bon. On m'a emmené à l'hôpital et puis là, on a fait une échographie, un électrocardiogramme, sauf faire une prise de sang. Je me souviens pas, j'étais un peu à côté de mes chaussures. Et puis là, directement appeler l'ambulance et puis transporter à Berne pour faire la suite, en fait. Donc, la prise en charge a été, on va dire, classique, dans le sens, entre guillemets, avec tous les examens dont on a parlé, pour poser un diagnostic d'infarctus du myocarde. Ensuite, on a réouvert l'artère coronaire. Et là, je voulais vous entendre pour la deuxième phase, parce que là, c'était le diagnostic initial. Et quelques jours après, quand on a réouvert l'artère coronaire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait tout allait bien ou il y avait des nouveaux symptômes? Non, alors quand ils m'ont emmené à Berne, on m'a fait directement une coronarographie et on m'a posé un stent. Donc j'avais une artère bouchée et une deuxième artère bouchée à 30%. Et puis là, on m'a posé un stent et puis c'était tout. 2-3 jours après, est-ce que vous alliez parfaitement bien ou il y a des nouveaux symptômes qui sont apparus? Alors, pas de nouveaux symptômes, mais alors des symptômes amplifiés. En fait, une peine à marcher, essoufflé. Je fais beaucoup de sport et là, j'arrivais pas à faire 5 mètres aller-retour dans les corridors sans devoir m'arrêter, m'asseoir, des étours, de l'eau dans les jambes. Toute une joyeuse collection de petits effets secondaires sympathiques. Merci infiniment. Le témoignage de notre patiente, il est extrêmement important parce que vous voyez la présentation en 2 temps. Il y a l'infarctus qui est traité, qui est adéquatement traité, mais malheureusement des symptômes qui apparaissent après l'infarctus malgré que le vaisseau coronaire a été réouvert. Et là, les symptômes dont parle notre patiente sont les symptômes typiques qu'on vient de discuter. La peine à souffler, la peine à avancer, les jambes qui gonflent, l'apparition d'œdème dans les jambes. Merci infiniment. On profitera de votre témoignage dans encore quelques minutes pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a présenté l'importance de la pathologie en termes de sa fréquence, que vous savez mieux la reconnaître, que vous voyez qu'il y a des présentations parfois typiques, d'autres atypiques, évidemment, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour la traiter? Et les traitements, ils sont divers, variés. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que le but n'est pas vous faire un cours sur les différents médicaments qu'on utilise, de loin pas, mais j'aimerais partager quelques points avec vous. L'hygiène de vie, c'est un point qui est crucial tant pour la prévention, pour éviter l'insuffisance cardiaque, mais aussi après le diagnostic pour éviter justement les rechutes, éviter les décompensations. Donc on reviendra sur quelques points d'hygiène de vie tout à l'heure. Il y a des médicaments spécifiques, et on profitera de la présence de notre patiente tout à l'heure pour en parler. Malheureusement, ça fait souvent plusieurs médicaments. Et on a souvent des patients qui n'ont jamais de médicaments. Et du moment où ils sont diagnostiqués par d'une insuffisance cardiaque, ils se retrouvent avec plusieurs traitements. Et c'est aussi un petit peu difficile à accepter et à vivre. Et là, Madame Marquez, tout à l'heure, décrira aussi cet accompagnement qui est important au niveau du traitement. Puis il existe des traitements dits non médicamenteux, un petit peu plus poussés, mais qui sont importants que vous connaissiez et qu'on va partager durant les 2-3 prochaines diapositives. Donc tout d'abord, le but du traitement, évidemment, c'est soulager les symptômes. On veut que les patients atteints d'insuffisance cardiaque aillent mieux. On veut que nos patients aient moins de peine à souffler. On veut que nos patients puissent faire plus d'activité physique. Et grâce au traitement moderne de l'insuffisance cardiaque, on arrive à améliorer les symptômes de nos patients. Nos patients vont mieux grâce au traitement médicamenteux. Évidemment, ces médicaments, ils améliorent la qualité de vie, mais ils améliorent aussi la quantité de vie, la durée de vie. Et les médicaments modernes dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier permettent d'améliorer la survie de l'insuffisance cardiaque. Et ces médicaments, ça nous permet aussi de limiter les hospitalisations. Vous avez vu que l'insuffisance cardiaque est une des causes les plus importantes, si ce n'est la plus importante cause d'hospitalisation. Ces médicaments permettent de diminuer le risque d'hospitalisation. Et puis, comme je vous l'ai dit, on utilise plusieurs classes de médicaments. Alors, il n'y a malheureusement pas une pilule magique pour l'insuffisance cardiaque. On doit
utiliser plusieurs cibles différentes de traitement, mais grâce à ces différentes cibles, on arrive à traiter optimalement les patients. Je ne vais pas m'appesantir sur les traitements avancés de l'insuffisance cardiaque, mais je voulais juste vous donner 4 termes qui sont importants parce que peut-être dans votre entourage, peut-être vous-même, avez dû bénéficier de l'un ou l'autre de ces traitements. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la fréquence cardiaque normale, c'est entre 60 et 100 par minute. Si la fréquence cardiaque va beaucoup plus vite, avec une tachycardie et une arythmie extrême, parfois le cœur n'arrive plus à se contracter. Et dans ce contexte, on doit donner un choc électrique. Et pour prévenir ce qu'on appelle la mort subite, donc vraiment un arrêt cardiaque, parfois, dans les cas d'insuffisance cardiaque sévère, on met une pile qui s'appelle un défibrillateur. J'ai juste quitté la caméra 2 petites secondes, c'est juste pour montrer aussi à la caméra et à l'auditoire. Donc la pile qu'on appelle défibrillateur se pose sous la peau comme ça et permet justement d'éviter les arythmies. Ces dispositifs sont réservés uniquement aux situations très graves d'insuffisance cardiaque ou alors si un patient a déjà fait une arythmie. Parfois, on utilise aussi des piles spéciales qui s'appellent des pacemakers pour resynchroniser le cœur. Je n'entrerai pas évidemment dans la discussion technique, mais parfois, les piles peuvent améliorer le pronostic également des patients. Alors, je me suis permis de vous mettre cette petite vidéo également. C'est pour vous montrer quand le cœur va trop vite. Vous avez probablement déjà... Alors là, vous voyez que le cœur va battre très vite, en tout cas plus vite que la norme. Si un patient est dans la communauté et présente une tachycardie très importante, parfois, vous avez déjà vu ces boîtes dans la communauté, dans les stades de football, dans le centre commercial, qui s'appellent des défibrillateurs et qui permettent de potentiellement sauver la vie en cas de mort subite dans la rue. Et comme je vous le mentionne, on peut miniaturiser ce type de défibrillateur et le glisser sous la peau, comme ce qui est mentionné, enfin ce qui est représenté sur cette petite diapositive. Là encore, c'est vraiment dans les situations graves que l'on propose ce type de dispositif, soit en prévention ou alors pour éviter une récidive d'arythmie. Les deux derniers types de traitements non médicamenteux que je voulais partager avec vous sont ce qu'on appelle les assistances ventriculaires. C'est des pompes externes où les patients se promènent avec des batteries et une pompe qui permet d'améliorer la contraction du cœur. Et à l'extrême encore, parfois on doit apporter une thérapie chirurgicale qui s'appelle jusqu'à la transplantation cardiaque. Là encore, c'est pour les situations très, très avancées d'insuffisance cardiaque, mais je voulais partager avec vous cette prise en charge étape après étape, les médicaments, parfois les pacemakers et ou défibrillateurs, parfois les pompes, et tout en haut de notre prise en charge, la transplantation cardiaque, qui est évidemment réservée uniquement aux situations très graves qui n'ont pas répondu au traitement soit médicamenteux ou au traitement avancé que je vous ai parlé. Pour les 2 prochaines minutes, je vais vous parler d'un thème qui est peut-être moins technique. Pour les docteurs, je prends tous les guillemets qui s'imposent, moins sexy, mais qui est extrêmement important. Ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas des choses extrêmement avancées, mais c'est la prévention du quotidien. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit la prévention pour éviter la maladie ou à l'inverse pour améliorer la qualité de vie alors que le patient est atteint d'insuffisance cardiaque, avec ces moyens de prévention, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup. Donc, je vous ai choisi quelques éléments qui sont importants. La consommation de sel, c'est une chose toute bête. Mais un patient qui est atteint d'insuffisance cardiaque, qui a un cœur fatigué, on parle souvent à nos jeunes internes de poser les questions « Qu'avez-vous mangé dans les quelques jours qui précèdent une décompensation ?» Mais ce n'est pas si rare qu'un patient qui mange une fondue, qui a une insuffisance cardiaque sévère, peut présenter une décompensation dans les jours qui suivent. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une accumulation d'eau dans l'organisme qui va en découler après l'ingestion de sel. Donc un bon contrôle de l'ingestion de sel, on dit entre 4 et 6 grammes par jour, est parfait. Évitez les plats pré-cuisinés. Les cacahuètes salées, évidemment, quelques-unes, pas de souci, mais évitez une consommation importante de produits salés qui peuvent mener à une éventuelle décompensation.
Je vous parle du régime méditerranéen. J'ai fait une diapositive spécifique là-dessus, j'y reviens tout à l'heure. Et puis après, il y a des mesures d'hygiène de vie générale, mais qui s'appliquent d'autant plus aux patients atteints d'insuffisance cardiaque. Une diète adaptée, l'absence de fumée et une consommation d'alcool modérée. La consommation de liquide en général doit être également modérée et adaptée en fonction du degré d'insuffisance cardiaque. Le régime méditerranéen, je vous ai mis une petite référence ici, qui est la référence sur la Fondation suisse de cardiologie. C'est vraiment bien fait, c'est assez pratique. Vous aurez évidemment accès, si vous le désirez, à ces références. Je résumerai un petit peu: fruits, légumes tous les jours, limiter la viande rouge, privilégier le poisson, privilégier les viandes blanches et les bonnes huiles, par exemple l'huile de colza ou l'huile d'olive. Avec ces éléments, c'est aussi une prévention tant pour éviter les pathologies, par exemple la maladie coronarienne, mais également pour optimaliser la situation. L'activité physique, et ce sera mon avant-dernière diapositive avant le deuxième partage, l'activité physique reste excellente pour le patient qui a une insuffisance cardiaque. Et j'insiste là-dessus. On peut se dire, on a peur de faire de l'activité physique si on a un problème au cœur. Vous avez raison d'avoir potentiellement peur, mais je dirais qu'il faut plutôt être prudent que peureux, dans le sens que tout patient qui a une insuffisance cardiaque pourra refaire une petite activité physique, peut-être petite, peut-être beaucoup plus importante, et ça, ce sera quelque chose qui devra être individualisé avec le cardiologue, avec le médecin traitant, mais l'activité physique reste positive et on l'encourage chez les patients insuffisants cardiaques. Et puis là, je profite juste aussi d'avoir la parole pour dire qu'on a de la chance dans le canton de Neuchâtel, parce que pour les patients, par exemple, qui font un infarctus, ou les patients qui ont une insuffisance cardiaque, ou les deux, ils ont d'abord un programme de réadaptation juste après l'événement, mais par la suite, on continue d'encourager l'activité physique et on a la chance dans le canton de Neuchâtel d'avoir des groupes de maintenance cardiovasculaire qui permettent aux patients de continuer de faire de l'activité physique avec des professionnels de la santé, d'une part pour motiver d'un côté et d'autre part aussi pour rassurer avec des professionnels de la santé qui sont là pour encadrer les patients. Je terminerai avec l'aspect psychologique, qui a un rôle extrêmement important, parce que rien que si on parle des médicaments, du jour au lendemain, on passe de 0 médicament à peut-être 4, 5, 6 médicaments, et c'est psychologiquement non négligeable. Et je pense que c'est extrêmement important d'intégrer ça dans toute cette prise en charge, et Louisa nous l'abordera aussi tout à l'heure dans cette prise en charge globale. Et je pense qu'il faut le verbaliser. Il ne faut pas hésiter à utiliser des techniques, par exemple des techniques de relaxation, la communication avec ses proches. Et en parallèle, on revient sur l'activité physique, mais l'activité physique est aussi bonne, on dit souvent, hein, c'est bon pour le corps, mais aussi bon pour l'esprit. Et de trouver cet équilibre entre la sérénité psychique et physique est extrêmement importante. Voilà, je vous propose de revenir sur scène, si j'ose. Voilà, donc pour cette deuxième partie du témoignage, on a parlé donc tout à l'heure de votre présentation de la maladie initiale. Comme maintenant on vient de parler des traitements, c'est très fort. Comme on vient de parler des traitements, est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous, est-ce que vous aviez des médicaments avant et est-ce que vous en avez maintenant? Alors, je n'avais pas de médicaments, de temps en temps un petit Dafalgan sympathique. Hormis ça, pas grand-chose. Et maintenant, je suis à 12. Et je fais de mon mieux. Je parle là, dans ce cas-là. J'avais un médicament par jour, de temps en temps, un Dafalgan ou comme ça. Et maintenant, j'ai 12 pilules par jour, à peu près. Voilà, puis ça a déjà baissé de 1, 2. Voilà, ça c'est... Hormis les traitements médicamenteux, est-ce qu'on vous a proposé un autre traitement? Ah, oui. Donc, oui, j'ai dû passer par la pose d'un défibrillateur, comme il montrait dans l'exemple dans la présentation. Donc, ça fait maintenant 1 année, bientôt, que j'ai un défibrillateur sous-cutané avec moi tous les jours, mon nouveau copain. Voilà. Au niveau de votre
on va dire, hygiène de vie au quotidien? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que le diagnostic et d'infarctus et d'insuffisance cardiaque a fait changer quelque chose dans votre quotidien? Et certains produits que j'ai intégrés plus souvent, comme l'huile de colza, ce genre de choses, mais je mangeais déjà beaucoup de légumes, pas tellement de viande rouge, plutôt des produits sains, je cuisinais moi-même. Enfin, c'était assez déjà bien. Et puis là, maintenant, j'essaye de faire attention à ce que je mange encore plus, hein, mais je mange quand même une fondue de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu un changement crucial dans certains facteurs de risque? J'ai arrêté de fumer, voilà, et j'ai pris 8 kilos, donc ça c'est super. Donc maintenant, il faut perdre du poids. Voilà. Merci beaucoup pour cette deuxième partie de témoignage. Je vous propose qu'on enchaîne et on vous retrouve tout à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Dans 30 secondes, vous pourrez entendre Louisa, mais avant cela, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore dans la prise en charge. Vous avez vu, il y a des traitements médicamenteux, il y a des traitements techniques, des fibrillateurs par exemple, il y a des prises en charge qui sont, on va dire, plus globales d'hygiène de vie, mais on sait qu'après l'hospitalisation, c'est extrêmement important, il y a des risques de réhospitalisation. Le patient, il a un risque de revenir à l'hôpital juste après sa sortie. Et là, ça me permet justement de faire la transition, et c'est doublement une transition pour Louisa, c'est qu'en fait, après une hospitalisation, après une décompensation, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intensifier chacune de ces prises en charge pour éviter que le patient se retrouve, entre guillemets, seul à la maison, sans savoir trop quoi faire, sans savoir comment adapter les médicaments. Et depuis maintenant quelques mois, on a mis en place ce qu'on appelle filière d'insuffisance cardiaque. Après une hospitalisation, on a un rôle crucial du patient, évidemment, mais du médecin traitant, du cardiologue traitant, des soins à domicile. Tout le monde se met ensemble pour prendre en charge le patient adéquatement et puis s'assurer que tous les médicaments qui sont mis en place sont bien compris, bien pris, et puis nous permettre d'avoir cette transition pour un retour optimal à domicile. Et je vous ai parlé de transition, elle est double. Je vous présente Louisa Marquez, avec qui j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années et qui travaille comme infirmière spécialisée au sein de notre service et qui va partager justement avec vous l'importance de d'une part de ce réseau et de cette prise en charge autour du patient dans toute la prise en charge globale de l'insuffisance cardiaque. Merci Louisa. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci au docteur Pellaton également pour cette belle présentation. Déjà, est-ce que ceux du fond, vous m'entendez? Je dois parler plus fort, c'est ça? Ok. Alors, docteur Pellaton vient de vous présenter la filière d'insuffisance cardiaque. Une des parties de cette filière, eh bien, c'est justement la consultation infirmière. Alors moi, je vais m'attarder un petit peu sur ce sujet-là, bien évidemment. Comme vous avez pu le remarquer au cours de la présentation du docteur Pellaton, il y a énormément d'informations qui surviennent et puis qu'il faut digérer lorsque un diagnostic d'insuffisance cardiaque est posé. Le but de la consultation va finalement permettre de trier un peu ces informations, d'individualiser la prise en charge, de réévaluer aussi la situation. C'est là, hein? Voilà. Je découvre, désolée. Je décrirai cette consultation avec deux volets différents. Le premier volet, ça va être une évaluation clinique qui va permettre de vérifier la stabilité du patient au travers, bien sûr, de la surveillance des différents signes vitaux, mais aussi de la recherche active des signes d'alerte que le docteur Pellaton vous a présenté tout à l'heure, et puis également une adaptation du traitement en partenariat avec les médecins. Je vous remets ici rapidement les signes d'alerte qu'on va rechercher de manière active pour déceler s'il y a une détérioration de la pathologie. La forte prise de poids que vous a évoqué le docteur Pellaton tout à l'heure, on dit plus que 2 kilos sur 3 jours, une difficulté à respirer qui peut survenir parfois la nuit, parfois dans les activités quotidiennes, un besoin d'uriner plus accru, c'est peut-être le patient qui va se retrouver à uriner 3-4 fois par jour alors que ce n'est pas du tout dans ses habitudes.
les pieds, les jambes, parfois le ventre qui peuvent gonfler subitement, les vertiges, et puis des battements de cœur qui sont tout à coup irréguliers ou plus rapides qu'à l'habituel. Pour moi, c'est aussi important de pouvoir expliquer ces signes aux patients et puis qu'ils puissent les déceler par lui-même. Alors à la maison, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin, donc c'est vraiment le patient qui va pouvoir alerter le médecin ou le soignant. Afin de pouvoir surveiller au mieux ces signes d'alerte et de les déceler au mieux, eh bien, il faudra y avoir une surveillance. D'abord, la surveillance du poids. Alors, pour qu'il y ait un poids qui soit le plus fiable possible, on conseille que ce soit plutôt le matin au lever, peut-être dénudé, en sous-vêtements, et puis qu'il y ait une retranscription de ce poids pour qu'on puisse avoir un suivi de meilleure qualité, alors que ce soit par le patient ou que ce soit par le soignant qui l'accompagne. Comme vous a très bien expliqué tout à l'heure le Dr Pellaton, eh bien, ce qu'on recherche au final, c'est vraiment cette rétention de liquide qui pourrait créer une décompensation cardiaque. Une autre surveillance qu'on va proposer aux patients, eh bien, c'est la mesure de la pression artérielle. Là aussi, il faudrait avoir une surveillance qui soit fiable. Pour qu'elle soit le plus fiable possible, on conseille que le patient puisse s'asseoir confortablement, se détendre en quelques minutes quand même, décroiser les jambes, poser les bras à hauteur du cœur, peut-être sur la table qui se trouve devant lui, mettre un brassard au niveau du bras. On propose plutôt celui au bras parce qu'il est plus fiable que celui du poignet. Et puis, dans la mesure du possible, de prendre la tension matin et soir. Également de retranscrire cette pression artérielle qui va permettre au final d'adapter de manière plus fine, plus individuelle peut-être les traitements. Pour avoir un meilleur suivi de ces surveillances, eh bien, on propose divers outils. Alors, vous pourrez les trouver ici à la fin de la conférence sur la table qu'on a ici en bas. Il y a des carnets de suivi, des carnets de traitement, des flyers d'insuffisance cardiaque aussi où vous pouvez retrouver les signes d'alerte qu'on vient d'évoquer ensemble. Et puis, c'est des outils, je dirais, qu'on va individualiser aussi en fonction du patient. Pour certains patients, d'avoir un carnet de suivi, ça paraît terrible d'écrire en permanence. Et puis, peut-être qu'on va opter pour une application, peut-être qu'on va opter pour un autre moyen et individualiser au final à chaque patient. Le deuxième volet, je dirais, de la consultation infirmière, eh bien, ça va être l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique qui va permettre d'amener parfois d'autres informations, des nouvelles informations, mais aussi de démêler toutes les informations reçues au cours des différentes consultations médicales, au cours de l'hospitalisation, qui souvent vont très, très vite. Ça va permettre au final de développer des compétences chez le patient, de développer aussi les connaissances autour de différents thèmes, la pathologie, les signes d'alerte, peut-être les facteurs de risque. Tout ce qu'on a vu ce soir, c'est des choses qu'on reprend en consultation, qu'on reprend de manière individuelle selon le patient et selon son désir aussi. Ça va permettre d'améliorer l'adhésion au traitement. Je suis convaincue que lorsqu'on comprend quelque chose, eh bien, on y adhère plus facilement également. D'apprendre les fameux autocontrôles ou autosurveillances qu'on a vu tout à l'heure, le poids, peut-être la fréquence cardiaque, de surveiller peut-être ses œdèmes aussi, et tous les symptômes qu'on a décrits ensemble tout à l'heure. Et puis aussi de comprendre comment agir quand ces symptômes surviennent. Parce que c'est bien beau de vous expliquer tous ces symptômes, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quand les symptômes surviennent? Et là, on va pouvoir discuter ensemble, est-ce que vous appelez le médecin traitant qui est en première ligne? Est-ce que vous pouvez appeler l'infirmière à domicile? Est-ce que vous pouvez appeler le cardiologue? Et puis, on revoit ensemble les différentes possibilités dans le cas où ces symptômes surviennent. Au final, je dirais que tout cela s'inscrit dans un accompagnement thérapeutique où la consultation va permettre un espace d'écoute, de parole, où le patient va pouvoir aussi poser parfois ses sentiments, parfois éclaircir certains doutes sur certaines informations reçues, et puis de manière individualisée. Ça me tient vraiment à cœur que ce soit individualisé à chaque patient. Et puis un soutien aussi face aux difficultés rencontrées dans le quotidien. Alors les difficultés sont diverses tout autant que les patients, ça peut être un rôle familial qui est altéré, ça peut être une dépendance physique
qui survient au vu des symptômes. Ça peut être vraiment assez large. Au final, je dirais que c'est de trouver la meilleure solution. Alors, d'une part, pour la pathologie, hein, en tant que soignant, c'est notre expertise à nous, mais d'autre part aussi pour le patient dans son projet de vie. Il est donc important que le patient soit partenaire dans la prise en charge, partenaire du réseau de soins. Ça va permettre au patient de prendre des décisions, avec les spécialistes, avec les professionnels, et puis en s'inscrivant quand même dans le projet de soins, dans le projet de vie, du patient. C'est au final une rencontre entre l'expertise du soignant et l'expertise d'une vie. Ça va permettre de développer aussi les compétences de soins et puis d'augmenter l'autogestion du patient, afin que le patient puisse être le plus autonome possible. Donc au final, je dirais que le rôle soignant, c'est surtout d'accompagner le patient à s'autonomiser le plus possible. Dans l'insuffisance cardiaque, comme l'a très bien relevé le docteur Pellaton tout à l'heure, un patient actif est indispensable. Le but, ça va être que le patient puisse prendre en main son cœur, qu'il puisse maintenir, améliorer sa qualité de vie et puis devenir acteur au final de tout ce qui se passe dans cette prise en charge. Je ne pouvais pas vous parler de cette consultation sans vous parler d'interdisciplinarité non plus. Il faut savoir que ça s'inscrit vraiment dans un réseau de soins. Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour du patient. Des fois, vous ne les voyez pas tous, pas de manière systématique non plus, mais ils sont quand même là. Je dirais en premier lieu les médecins traitants qui sont souvent en première ligne. Il peut y avoir l'infirmière à domicile, il peut y avoir le cardiologue traitant, l'infirmière en cardiologie, les psychologues, les physiothérapeutes et j'en passe et j'en passe. Donc ça paraît primordial vraiment de coordonner le soin autour de cette pathologie. Hein. C'est une des missions aussi de la consultation, de coordonner les différents partenaires. Et puis, ça paraît essentiel au final qu'il y ait une bonne communication dans tout le réseau de soins, que ce soit avec les différents partenaires, avec des différents soignants, mais aussi avec le patient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important que le patient puisse être partenaire dans tout ça. Et puis, ça paraît essentiel surtout pour organiser un suivi qui soit le plus optimal possible pour le patient. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vais laisser la parole au docteur Pellaton. Voilà, on arrive gentiment au bout de la présentation. Voilà, il n'y a plus de micro. Pour nous, Louisa et moi, c'était extrêmement important de terminer en fait la présentation par le partage avec la patiente qui a eu la gentillesse de venir avec nous. Donc, je vous propose peut-être de revenir sur scène si vous êtes d'accord. Et en fait, c'est peut-être, si vous êtes d'accord, je lui ai donné le choix. Si vous êtes d'accord de partager peut-être avec l'auditoire un peu votre ressenti de ce parcours de ces derniers mois. Est-ce que c'était quelque chose de pénible? Est-ce que c'était quelque chose, au contraire, une expérience de vie peut-être enrichissante, difficile? Voilà, de peut-être vous donner vos mots à tout l'auditoire pour un petit peu sur ces méandres que j'ai un peu schématisés sur cette diapositive, au milieu de tout ce qu'on a discuté, les symptômes, les causes, les traitements. Donc, la parole est à vous. Eh bien, je pourrais dire que ces derniers mois étaient difficiles. Vous m'entendez ? C'est mieux ? Ces derniers mois étaient difficiles, mais c'était une belle expérience de vie aussi. J'étais très bien entourée par mes proches, par mes amis, par le docteur Pellaton, Louisa, les physiothérapeutes, parce que j'ai fait, je ne sais plus, 12 semaines de physiothérapie cardiaque. Et ces gens-là sont fantastiques et c'est grâce à ces gens-là, je pense aussi que je suis debout. Et puis dans l'état où je suis maintenant, avec la gravité de ce que j'ai eu, parce que c'était vraiment grave. Et je suis contente de pouvoir continuer à avancer en espérant que ça va rester bien encore un moment. Et puis on prendra les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Je suis bien entourée, j'ai un bon médecin. Et puis le reste, faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. Et puis croire en ses compétences et surtout ne pas hésiter à consulter s'il y a quoi que ce soit.
Parce que moi, j'ai fait l'erreur de ne pas consulter. Enfin, je ne savais pas que j'avais. Et maintenant, j'ai quelque chose qui va m'embêter pour le reste de ma vie, en fait, il faut être clair. Malgré le sport, malgré la nourriture saine, malgré tout ça pendant des années, finalement, pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout, mais quand même un cœur qui a été diminué de moitié. Donc, ça vaut la peine de s'écouter et puis de ne pas hésiter à aller embêter le médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou d'appeler le 144 s'il y a vraiment un petit doute, parce que ça vaut mieux d'être pris en charge un peu trop tôt ou pour rien que trop tard. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci infiniment pour le témoignage, pour les témoignages. Je crois que vous imaginez bien aussi peut-être l'effort et tout ce que ça a demandé à notre patiente de parler devant vous. Et merci. Merci infiniment d'avoir pu partager votre expérience. Voilà, donc on m'avait demandé de parler pendant 1 heure. Je m'excuse, j'ai parlé pendant 1h04. On avait commencé avec un peu de retard, mais ça va. Les conclusions, en fait, on pourrait en faire beaucoup de conclusions, mais avec Louisa, on a choisi ces conclusions-là. Donc, nous avons parlé pendant 1 heure d'un problème de santé publique qu'on considère comme majeur. C'est fréquent. 1% dans la population générale, mais jusqu'à 20% dans la population d'octogénaires. C'est fréquent. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous saurez mieux connaître et reconnaître ce qu'est une insuffisance cardiaque. Et puis le fait de pouvoir le reconnaître chez soi ou chez ses proches ou dans la communauté, probablement ça permet de mieux diagnostiquer. Et puis quand on dit mieux diagnostiquer, c'est potentiellement traiter plus vite, qui veut dire aussi traiter mieux. Donc j'espère que ces quelques minutes de partage, ça vous a permis de mieux apprendre ce qu'était l'insuffisance cardiaque. Je pense que c'était difficile de présenter mieux que ce que Louisa a fait pour dire que c'est extrêmement important que le patient il soit partenaire de la prise en charge. On peut avoir les meilleurs médicaments du monde, on peut avoir les meilleurs défibrillateurs du monde. Si le patient n'a pas compris sa pathologie, si le patient ne prend pas ses médicaments, si le patient ne se prend pas le poids tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le partenariat entre le patient et les docteurs et tout son réseau est extrêmement important. Et puis, je finirai justement avec l'importance du réseau. Toutes et tous, vous avez un médecin traitant, vous avez potentiellement, si les choses le nécessitent, un cardiologue traitant, vous avez des soins à domicile pour celles et ceux qui en ont besoin, mais toutes les personnes qui sont autour du patient, qui ont une insuffisance cardiaque, forment vraiment un réseau, et ce réseau doit être interconnecté et qui permet de traiter de manière optimale cette pathologie. Je terminerai avec des remerciements. Alors, je les ai déjà faits, mais je le refais. Je réitère mes remerciements pour notre patiente. Merci encore infiniment. Je vous ai parlé du réseau, donc je dois parler évidemment de tous les partenaires qui sont ici au sein de l'hôpital. On a la chance d'avoir des équipes médico-soignantes et de tous les paramédics qui sont vraiment excellents. On a la chance de pouvoir avoir une interaction excellente. Les soins à domicile qui travaillent dans le canton, on a aussi une superbe collaboration avec tous les soins à domicile pour la prise en charge de nos patients insuffisants cardiaques, les infirmiers, les médecins traitants, les cardiologues traitants. Et vraiment, c'est grâce à cette interaction du réseau qu'on arrive à faire du très bon travail. Je vous ai cité les groupes de maintenance cardiovasculaire et je pense qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans la prise en charge et pour l'activité physique dans le canton. Je cite aussi la Fondation de l'hôpital qui a la gentillesse de nous soutenir dans certaines de nos actions en cardiologie et je les remercie sincèrement. Vous avez nos 2 adresses e-mail ici en bas si vous avez des questions spécifiques que vous ne voulez pas poser maintenant, mais il est grand temps d'ouvrir la discussion. Merci infiniment à chacune et chacun. Alors, il y a un moment qui est réservé aux questions et réponses. On est 2 avec des micros. Merci de lever la main pour demander le micro, puisque, comme vous l'avez entendu, la conférence est captée. Et l'idée, c'est de vous entendre quand vous posez la question. Comme ça, il y aura du sens. Ça donnera aussi du sens à la réponse. Donc, n'hésitez pas à lever la main. On passe avec mon collègue vous transmettre le micro.
J'aimerais remercier Dans le micro, s'il vous plaît. Monsieur Pellaton et Madame Marquez qui m'ont soigné, qui me soignent encore. J'ai eu un infarctus que j'ai négligé, une pleurésie, et j'étais d'urgence à l'étranger, à l'hôpital. À l'hôpital, on a voulu me garder. Je suis rentré en Suisse. J'ai été mis dans les mains de M. Pellaton. Et aujourd'hui, je vous raconte ceci. J'ai eu échographie, etc., etc. La dernière des choses, ça a été un IRM cardiaque. J'étais en train de me rhabiller. J'ai vu un homme arriver. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux, d'aussi merveilleux venir vers moi et me dire « Vous n'êtes pas guéri, mais vous êtes passé de 30% d'éjection à 50%. » Donc, je pense que j'ai dû aussi le frapper puisqu'il était tellement heureux. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour vivre, il faut voir devant soi et positivement. Et prendre toujours le bon côté des choses, ne pas se lamenter, oh, je suis malade, je suis pas bien, etc. Il faut mettre le mal derrière et partir en avant. Ensuite, il vous faut absolument manger, on a parlé du repas méditerranéen, et c'est quelque chose que je peux vous assurer que c'est extraordinaire. J'ai supprimé le sucre, le sel, je ne fais qu'avec du poivre et des épices. J'ai supprimé pratiquement tous les fromages à pâte dure, sauf l'emmental. Et je mange des fromages de chèvre ou de brebis. Et toutes ces choses-là, pratiquement, je ne mange plus de viande rouge. La viande, par exemple, la volaille, à la place d'utiliser même de l'huile d'olive, je n'utilise même plus. J'arrive à cuire des cuisses de poulet ou du poulet sans graisse, sans rien. Et avec ceci, j'ai réussi à garder un poids stable depuis maintenant 3 ans. Et je suis très léger par rapport à ma stature. Et je peux vous dire que c'est qu'une question de volonté personnelle, de vouloir absolument ne pas être malade et de vouloir aller vivre correctement. Et avec ça, vous irez très loin. Merci infiniment pour le témoignage. Je pense que c'est un témoignage qui ne suscite pas de réponse de ma part, à part vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour vous-même, hein, parce que c'était magnifique aussi, justement, une évolution favorable. On parlait de l'efficacité des traitements. Alors, vous avez eu un très beau témoignage, une efficacité très importante. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi efficace, ce n'est pas toujours aussi facile, mais ça montre aussi que des patients vont mieux. Et je pense que ce message de positivisme et puis de partage est un très bel exemple. Et je vous remercie de l'avoir partagé avec tout l'auditoire. J'aimerais savoir maintenant quelle est l'importance des facteurs d'hérédité quand dans la famille il y en a eu. Merci beaucoup. La question c'est, et l'hérédité dans tout ça, c'est une question qui est très importante et je la séparerai en deux parties de réponse. Il y a l'hérédité que l'on peut avoir pour les maladies coronariennes. Classiquement, vous avez probablement, on a abordé ce qu'est la maladie des coronaires, donc qui peut provoquer un infarctus du myocarde. Et classiquement, les facteurs de risque qui provoquent les infarctus, le diabète, le cholestérol, l'hypertension et classiquement l'hérédité. Si un membre de la famille a eu un infarctus tôt dans la vie, on peut avoir un risque augmenté d'avoir un infarctus dans la vie chez la personne. Donc évidemment, s'il y a une hérédité positive pour une maladie des coronaires, il y a un risque d'avoir aussi une maladie des coronaires chez le sujet et, comme je vous l'ai dit, secondairement, potentiellement, de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, il existe aussi des insuffisances cardiaques spécifiques qui sont familiales. Par exemple, des cœurs trop grands, ce qu'on appelle des cardiopathies dilatées. Mais ça, il y a souvent dans la famille, on sait que papa, maman, frères et sœurs ont déjà eu un cœur trop grand ou fatigué.
ou bien il existe aussi des autres types de cardiopathies, ce qui s'appelle les cardiopathies hypertrophiques. À ce moment-là, le cœur il est trop épais, la pompe musculaire est trop épaisse, et là encore, il peut y avoir des facteurs génétiques. Donc, votre question, elle est extrêmement importante. Je pense que, et c'est du reste, quand on voit les patients, quand votre médecin traitant vous voit, votre cardiologue traitant vous voit, une des questions qu'on vous pose toujours, c'est y a-t-il eu un problème dans la famille, que ce soit un infarctus précoce, que ce soit un cœur trop gros, fatigué, un décès malheureusement prématuré. Et l'hérédité joue un rôle important, mais ne joue pas un rôle unique, parce qu'évidemment, l'environnement et tous les autres facteurs de risque jouent un rôle également. Bonsoir. J'aimerais juste, si vous pouvez nous dire quelques mots sur les défibrillateur concernant les rayons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les fours à induction, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est une très bonne... Et 3 ans que je n'ai un, moi, je l'ai oublié. Donc, c'est une très, très bonne question. La question de monsieur dans la salle, si je la répète juste, c'est finalement comment est-ce qu'on peut vivre avec un défibrillateur comme ça? Est-ce qu'il y a des précautions importantes? Et c'est une question qui est très très importante. C'est vrai qu'on a, par des soucis de temps, on n'a pas partagé ça avec notre patiente, mais on peut vivre presque normalement avec un défibrillateur de ce type, mais il y a un presque. Et je vais partager plusieurs situations avec vous où on doit être très prudent. Parce qu'avant d'implanter un défibrillateur de ce type, on doit s'assurer que notre patient, par exemple, ne fait pas de soudure. Pourquoi on ne fait pas de soudure? Donc la soudure à l'arc, par exemple, il faut imaginer qu'on fait un arc électrique, et puis cet arc électrique, si le défibrillateur il est proche de l'arc électrique, le défibrillateur peut se dire « Ah, c'est peut-être une arythmie » et donner un choc au mauvais moment. Ce qui, évidemment, vous êtes en train de faire de la soudure, c'est la dernière chose que vous avez envie d'avoir. Donc, il y a des conseils qui sont extrêmement importants à donner, notamment éviter de faire de la... Enfin, c'est même pas éviter, c'est une contre-indication absolue de faire de la soudure. Ça, c'est un point important. Il faut être très prudent au risque infectieux parce que c'est un boîtier qui a un corps étranger. Donc, il y a des risques d'infection. Par chance, ces risques sont très faibles, mais on doit toujours être très vigilant au risque d'infection. S'il y a une infection d'une autre origine, on doit toujours être très prudent pour être sûr que cette infection ne vienne pas se coller sur le défibrillateur. Des choses toutes bêtes également quand vous allez prendre l'avion, probablement vous êtes familier avec ça, les détecteurs, quand vous passez les portiques dans un aéroport, vous ne pouvez pas passer avec, alors en tout cas les anciennes générations de portiques, vous ne pouvez pas passer avec un défibrillateur pour des risques d'interaction électromagnétique. Donc vous devez toujours être porteur d'une carte pour dire j'ai un défibrillateur et on vous fait passer à côté du portique pour éviter qu'il y ait des interférences avec le dispositif. Donc, je pourrais vous en citer encore quelques-uns, mais les plus importantes, c'est en tout cas toujours informer le patient avant l'implantation d'un dispositif de ce type. Pas de soudure, attention aux aéroports, attention à l'infection. Je m'arrêterai là pour des raisons de temps, mais la plupart de nos patients peuvent vivre quasiment normalement avec un défibrillateur sous réserve de quelques précautions importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste compléter, je crois que c'était à propos des plaques à induction, parce que ma belle-mère avait un défibrillateur qui semblait qu'on n'osait pas être à proximité de plaques à induction. C'est une bonne question. Donc, les plaques à induction, ce n'est pas une contre-indication formelle, mais c'est une prudence. Et on déconseille à tout patient qui a un défibrillateur de s'approcher de manière importante de la plaque à induction et de rester à distance de la plaque à induction. Ce n'est pas aussi formel que la soudure, mais pour tous mes patients, je le déconseille aussi. Et si on peut avoir une cuisinière qui n'est à non à induction à domicile, c'est beaucoup mieux. Oui. Il y a une question en ligne, en attendant la prochaine peut-être. Une jeune femme qui dit qu'elle a 23 ans, qu'elle est en surpoids et qu'elle se pose les questions. Vous avez évoqué quelques symptômes d'insuffisance cardiaque, mais à quel moment il faut aller consulter? Quel est un peu le déclic qui nous incite à faire ce pas-là? Donc, je pense que c'est une excellente question et puis c'est probablement la question, peut-être une des questions les plus difficiles, c'est quand ou ne pas consulter. Comme vous avez vu, tant les symptômes que les signes cliniques peuvent être aspécifiques. Je vous en reprends un ou deux. On peut avoir de la peine à souffler parce qu'on a une pneumonie.
On peut prendre du poids parce qu'on mange trop. On peut avoir les jambes qui gonflent parce qu'on a un problème du foie, par exemple. Donc il y a plusieurs éléments. Beaucoup de choses peuvent expliquer des symptômes et des signes qui ne sont pas forcément l'insuffisance cardiaque. Mais l'important, c'est de pouvoir faire une constellation de ces symptômes et de ces signes cliniques. Et je dirais, plus il y a de symptômes, plus il y a de signes, plus la qualité de vie en est impactée au quotidien, plus il est important de consulter. Et là encore, dans la prise en charge, c'est vraiment une prise en charge pyramidale. Le médecin traitant joue un rôle crucial. Il peut déjà dépister beaucoup de choses, notamment déjà avec un électrocardiogramme, une prise de sang. Il y a des marqueurs spécifiques pour l'insuffisance cardiaque. Et c'est pas parce qu'on a un petit peu plus de peine à souffler qu'on ira consulter chez un pneumologue et chez un cardiologue. Le médecin traitant a un rôle crucial à jouer. Et c'est vraiment lui qui joue qui est la porte d'entrée de tous les examens éventuels qu'il faut faire ou ne pas faire, parce que peut-être le surpoids est peut-être la cause unique de la symptomatologie. Mais je dirais, plus vous avez des symptômes, plus il y a des signes, plus il y a un impact sur la qualité de vie et ou un changement dans le quotidien, plus on conseille de consulter le médecin traitant. Est-ce qu'il y a peut-être... Attendez, monsieur, prenez simplement le micro. Non, mais c'est... Il y a un captage. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il en est avec les œufs. Est-ce qu'elle donne vraiment du cholestérol ou bien c'est un peu changeant avec les années? Donc, c'est une bonne question. La question de monsieur, c'est savoir si les œufs contiennent beaucoup de cholestérol. Alors, le blanc d'œuf, aucun souci, c'est des protéines. Le jaune d'œuf a en effet passablement de cholestérol. Et je pense que votre question, elle est importante. Elle peut être intégrée dans plus ou moins toutes les questions concernant l'alimentation. On parlait des fromages à pâte dure, sauf l'emmental. C'est un peu la même chose avec les œufs. Même si vous avez trop de cholestérol, même si vous avez fait un infarctus, vous allez pouvoir continuer de manger des œufs. Mais il faut les consommer avec modération. Si vous me demandez si vous pouvez prendre une omelette avec 3 jaunes tous les jours, je vous dirais c'est trop. Si vous me dites je prends un œuf de temps en temps, vous pouvez continuer de manger un œuf de temps en temps. Mais pour répondre précisément à la question, le blanc, c'est des protéines. Le jaune, c'est du cholestérol. Oui, mais pas trop. Alors, le par semaine, je vous dirais 2 à 3, il n'y a absolument aucun souci. Peut-être une dernière question avant de passer à l'apéritif qui nous attend de l'autre côté de la porte où vous pourrez continuer les échanges. Tout derrière, la dernière. Je voulais savoir s'il y avait une relation entre le prolapsus valvulaire et l'insuffisance cardiaque. Donc la question de nos participants, c'est s'il y a une relation entre le prolapsus d'une valve et l'insuffisance cardiaque. Donc c'est une question un petit peu technique, mais qui est maintenant avec la présentation que l'on a eue, vous allez pouvoir aussi partiellement vous imaginer. Donc vous vous souvenez que les valves sont des clapets entre les cavités cardiaques, et puis plus cette valve, elle est soit rétrécie ou à l'inverse, elle laisse passer du sang, ça peut mener à une insuffisance cardiaque. La question précise de monsieur, c'est est-ce qu'un prolapsus peut jouer un rôle dans l'insuffisance cardiaque? Alors ma réponse va être obligée de dire, ça dépend du degré et de la sévérité du prolapsus. Alors en effet, on peut avoir des valves qui sont très malades, qui peuvent laisser passer beaucoup de sang, ce qu'on appelle une insuffisance de la valve. Et si cette insuffisance de la valve, elle est sévère, ça peut mener à l'extrême, à une fatigue du cœur, par une dilatation du cœur, parce qu'en effet, il y a trop de sang qui passe à travers la valve. Donc, oui, ça peut, mais en fonction de la sévérité de l'atteinte valvulaire. Voilà, je remercie le docteur Pellaton. Il y avait encore une question? Alors peut-être une dernière exceptionnellement. J'aurais une toute petite question. Quelqu'un qui serait atteint de la maladie de Horton, par exemple, qui est une maladie auto-immune, est-ce que ça peut conduire à une insuffisance cardiaque? Alors ça, c'est encore une question assez technique pour la fin.
Donc, je répondrai de manière un peu générale. Donc, monsieur évoque une maladie, ce qu'on appelle la maladie de Horton, qui peut être une inflammation des vaisseaux qui sont au niveau du crâne, notamment, mais qui peuvent aussi atteindre les vaisseaux au niveau de l'aorte et des vaisseaux qui vont en direction du cerveau. Mais de manière un peu plus générale, des pathologies dites auto-immunes, des pathologies inflammatoires. Là, je me permets d'élargir un petit peu pour la réponse. Mais par exemple, peut-être vous avez entendu parler de la polyarthrite rhumatoïde, qui sont un des prochains sujets. C'est le mois prochain, oui. Voilà, il fallait que je fasse la pub. La polyarthrite, par exemple, ou d'autres pathologies inflammatoires, le lupus peut-être, vous avez entendu parler, des pathologies qui peuvent atteindre l'organisme dans son entier. Ça peut augmenter d'une part le risque cardiovasculaire, par exemple l'atteinte des vaisseaux coronaires, s'il y a une inflammation de très longue date, ou bien alors parfois dans certaines situations, pour certaines pathologies, et là je reviens plutôt sur le lupus, peuvent atteindre le cœur avec des inflammations du cœur dans des situations spécifiques. Donc je pense que, pour répondre là, je me permets de répondre de manière plus générale pour l'auditoire, toute pathologie qui atteint l'organisme dans son ensemble de type inflammatoire peut avoir des impacts au niveau du cœur, que ce soit inflammatoire ou fatigue du cœur. Merci beaucoup. Alors pour conclure, je vous demanderai d'applaudir le docteur Cyril Pellaton et Luis Marquez. Et puis comme l'a dit le docteur Pellaton, il y a des conférences qui suivent ces prochains mois. Vous avez le programme en partie devant les yeux. Et puis maintenant, c'est l'apéritif. Vous pouvez continuer les échanges. Je pense que les intervenants du soir continueront à répondre à vos questions au besoin.